Bonjour et bienvenue à tous. La repousaille s'est terminée, place maintenant au travail et vous le savez, comme tous les jours ouvrés de la semaine, Matin Bonheur est là pour vous accompagner. Bonjour Marco. Bonjour Nessie, bonjour à tous mesdames et messieurs. Bon réveil si vous nous regardez très tôt le matin et puis bon après-midi si c'est au niveau de la rediffusion. En tout cas, le dénominateur commun, c'est la joie que nous avons à être votre compagnie tout au long de cette semaine. On aura quoi au sommaire, Nessie? Alors, on aura beaucoup de belles choses. Aujourd'hui, c'est lundi et comme tous les lundis, on parlera économie. Et à côté de tout cela, on parlera également sport et on aura des reportages pour vous et aussi des capsules afin de vous montrer tout ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et d'ailleurs, Marco, oui, il y a un joli petit pays, une île, une merveilleuse île que nos auditeurs, que nos téléspectateurs devront découvrir, Marco. Oui, oui. Donc, les auditeurs vont entendre le bruit des vagues, les auditeurs vont entendre le bruit donc des cris de joie, parce que quand on est là-bas, on est très heureux. Et il y a des oiseaux on est généralement en vacances. Et les auditeurs, pour une fois, vont se transformer en téléspectateurs. Et justement, à eux, nous disons bienvenue aux îles Seychelles. C'est parti. Just in case we encounter some light turbulence for departure and arrival on into Paris. Plus besoin d'aller donc dans des destinations exotiques ou bien à l'extérieur, tout ça. On a vraiment tout ce qu'il faut pour être heureux chez nous, honnêtement. Effectivement, ça fait rêver. Ça fait vraiment rêver. Le bleu, comme ce que vous avez porté, ça fait rêver. C'est prémonitoire, Marco. Imaginez, sûr que je vais me retrouver là-bas. Imaginez qu'on vous fait votre demande en mariage là-bas. Mon Dieu. Ça donne des idées. Magnifique, oui. Ça donne des idées. Oui, pourquoi pas. C'est un message subliminal à quelqu'un qui nous regarde. Voilà. Affaire à suivre. Merci d'être avec nous. C'est Matin Bonheur, le rendez-vous de la bonne humeur, de la joie. On espère que vous vous réveillez bien, surtout en bonne santé, parce que le monde appartient à ceux qui se réveillent et qui bougent. La preuve, la gym, c'est parti. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Alors aujourd'hui, coach Kadi, on va commencer sur une nouvelle lancée de Strong by Zumba. Donc on va commencer avec un échauffement, juste vous assurer que vous n'avez aucun objet autour et quand vous êtes prêts, on y va. Rotation d'épaule vers l'arrière. On respire. Bras
Rotation du haut du corps. Alors, je rappelle que la Strong by Zumba, c'est pas de la danse. C'est des exercices de renforcement musculaire placés sur le rythme de la musique. On allonge les bras. Bras au-dessus de la tête. Ah. Encore une fois, on allonge devant. Au-dessus de la tête. Les deux bras et on tourne. Bloc en haut, bloc. Le mouvement des jambes reste pareil. Juste les bras qui vont au-dessus de la tête. Bloc en bas, on y va. Pousse, pousse, pousse. Rotation des bras devant. Rotation, on lève les bras cette fois de l'autre côté. Excellent. Et on marche, marche. On respire. Genoux dans la poitrine et on alterne. Genoux change. Encore. Genoux. Petit squat tout doucement. Genoux dans la poitrine, jambe droite. Petit squat. Même chose de l'autre côté. Genoux, jambes arrière. On continue votre échauffement, n'est-ce pas? Et on ouvre. On respire. Et on revient talon aux fesses. Récupérer. Encore, on descend. On reste et on remonte. Encore une fois, on descend. On remonte. L'autre jambe, même chose. Genou arrière. Encore, on ouvre la jambe. Parfait. Excellent tout le monde. On marche tout doucement et on respire. Excellent. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que tout s'est bien passé. N'hésitez pas à repartir sur la page YouTube pour revoir les vidéos et maîtriser les chorégraphies. Je vous souhaite de passer une agréable journée et on se voit dès demain. Strong by Zumba, hein, proposé. Quoi? Zumba. Ouais, Zumba. Proposé. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que ça veut dire? Zumba, c'est qui? Vous ne connaissez pas le jeu Zumba? Non, vous avez dit Zuma. Oui. Zuma, c'est le nom du président de l'Afrique du Sud. C'est un jeu. Et c'est un jeu aussi. Hein. Ah, ok. C'est un jeu. C'est Zumba, Zumba. Ouais, oui, Zumba. Okay. Les auditeurs et les téléspectateurs.
ont suivi. Oui, Strong by Zumba, by Coach Cardi. Et on espère que vous avez bien exécuté tout ça. Et on n'oublie pas, hein, il faut bien s'hydrater pour rester en forme. Parce que si vous faites du sport, que vous ne vous hydratez pas, vous ne ressentirez pas tous les avantages liés au sport. Et aujourd'hui, Marco, on célèbre les Joseph. Vous connaissez des Joseph, vous? Ah oui, le Joseph qui est un symbole d'humilité, symbole donc de droiture, c'est le Joseph de la Bible. Effectivement. Saint Joseph, le père adoptif le plus célèbre du monde, père adoptif de Jésus-Christ. De Jésus-Christ et également... On va célébrer la résurrection dans quelques jours. Il y a un rameau dimanche, tout ça après sera la fête. Oui. Et la semaine prochaine, c'est la Pâque, la résurrection du Christ. Okay. Alors, Joseph, quelles sont les caractéristiques de Joseph? Alors, les Joseph ont une forte personnalité. Ils ne se lancent dans un projet qu'après l'avoir bien étudié, mais ils sont avides d'aventure. Ils sont cependant d'un naturel calme et ne se laissent pas dominer par la colère. Ils sont généralement solitaires. Et les prénoms dérivés, on a Joséphine, qu'on connaît bien. Alors Joséphine, au maquillage, vraiment... Celle qui nous a maquillés ce matin, Marco. Oui, c'est grâce à elle que je ne suis pas l'homme le plus cerné du monde les matins, les lundis, mais l'homme le plus présentable quand même. On a également Joséphine. Josiane. Ah, c'est des dérivés de Joseph? De Joseph. On a Josette également. Nous avons José aussi. Voilà, on a une José, ouais. Quel genre de diplôme? Ah, ok. Alors, on profite de l'occasion pour saluer donc tous les paroissiens de Saint-Joseph de l'Artisan, c'est à Koumassi. Tous ceux qui, voilà, toutes les églises qui portent ce nom précieux, prestigieux là, de Saint-Joseph. Aujourd'hui également, mesdames et messieurs, 19 mars 2018, c'est la célébration du 56e anniversaire de la fête de la victoire, proclamée au lendemain de la signature des accords d'Évian, qui marque la fin d'une longue guerre de libération et d'un combat courageux, acharné donc, et héroïque, surtout des Algériens, contre le colonialisme français. Consacrée fête nationale de la victoire en Algérie, le 19 mars 1962 signe la fin d'une guerre de libération gagnée à la force donc, des armes et de la détermination des millions d'Algériens qui ont souffert pendant plus d'un siècle des affres de l'ordre colonial. On a une pensée ce matin, donc, vous l'avez deviné, mesdames et messieurs, pour tous les Algériens qui nous suivent à travers le monde entier et la communauté algérienne, bien sûr, en Côte d'Ivoire. Et Marco aussi, hein, ces gens-là, ils ont besoin de détermination. Ils ont la détermination et ils ont, heureusement pour eux, ils ont eu des gens pour les aider. Ce sont les élèves du quartier d'Adjoufou et certains villages de la commune de Port-Boué. Ils ne disposaient pas d'électricité pour faciliter la révision des cours la nuit. Et aujourd'hui, ils ont, grâce à une entreprise, ils ont aujourd'hui, l'entreprise leur a offert des sacs scolaires afin de leur permettre d'apprendre dans de meilleures conditions. Et le reportage est signé Herman Niamia. Dans le quartier d'Adjoufou, commune de Port-Boué, la plupart des ménages ne disposent pas d'électricité. Pour avoir la lumière dans leur maison, certains habitants ont recours au raccordement anarchique. Pourtant, dans le quartier, des poteaux électriques ont été installés, mais jusque-là, ils ne sont pas encore alimentés. La CIE nous a imposé des conditions comme quoi on ne peut pas utiliser les lignes parallèles, c'est-à-dire le courant banabana. Bon, ok, c'est pas un souci. Mais au moins qu'ils aient le courage de nous apporter au moins l'électricité. Ils sont venus, ils ont fait une promotion, comme quoi on devait poser des niches. Et après ça a fait une promotion où les gens devaient prendre le compteur. Bon, ça fait plusieurs années qu'on est là. Cette situation a un impact négatif sur la vie des habitants. Selon eux, il est difficile de sortir ou d'entrer la nuit sans risque de se faire agresser. Dans les domiciles aussi, ils sont obligés de supporter la forte chaleur que les maisons ont emmagasinée toute la journée. S'ils veulent nous donner le compteur, ils n'ont qu'à nous donner. Ils n'ont qu'à venir, les poteaux électriques qu'ils ont posés là, ils n'ont qu'à venir faire des raccords, nous on va avoir courant, parce qu'on veut dormir. Souvent on a un jour d'électricité et puis 2 mois de coupure. Pour que les enfants puissent étudier, il faudrait qu'ils viennent tôt. Dès qu'ils descendent de l'école, c'est là qu'ils étudient. Souvent, on prend des bougies, en tout cas pour les faire avancer. Étudier sous une bougie, c'est ce que fait le petit Ouattara Ismaël Alex tous les jours. Avec tous les risques sanitaires que cela comporte, Ismaël et son petit frère sont obligés d'étudier ainsi s'ils veulent obtenir de bons résultats à l'école. C'est comme ça que tu étudies tous les jours? Oui, c'est. Comment tu fais? Explique-nous un peu. J'allume la bougie et mets mon cahier de leçons. Moi et puis mon frère, on étudie. Et tu n'as pas mal aux yeux? Il y a mal aux yeux. C'est difficile d'étudier avec une bougie.
Le vœu d'Ismaël, comme la plupart des élèves de ce quartier, c'est de disposer des lumières pour faciliter leur apprentissage. Un vœu qui vient d'être exaucé. Une société opérant dans l'aviation vient de distribuer des sacs solaires dans 10 écoles primaires des villages et quartiers défavorisés de la commune de Port-Boué. Nous avons un programme dans l'ensemble de l'entreprise pour aider les populations dans les pays où nous sommes installés. Et ici en Côte d'Ivoire, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui n'avaient pas accès à la lumière le soir pour réviser leurs cours. Et nous avons conclu un partenariat avec SolarPack pour aider les enfants dans les villages pour réviser leurs cours le soir où ils n'ont pas l'accès à la lumière. Vous savez que même ici dans l'agglomération d'Abidjan, il y a des endroits où il n'y a pas l'électricité tout le temps. Alors il est important de doter ces enfants-là de ces sacs qui leur permet d'étudier à loisir. Le promoteur de ce sac a fait au cours d'une cérémonie de distribution une démonstration pour faciliter son utilisation. C'est un sac doté d'une plaque solaire que vous voyez ici. Alors, ce sac, toute la journée, quand l'enfant va aller à l'école, ce sac va emmagasiner de l'énergie par rapport au soleil et qui va permettre en fin de journée, lorsque la nuit va tomber, à l'aide de cette lampe LED qui est connectée via un port USB sur la batterie ici à l'intérieur, de permettre à l'élève d'avoir de l'électricité en 4 et 5 heures pour pouvoir étudier tranquillement à la maison, tout cela. Avec ce sac solaire, c'est une épine qui vient d'être retirée des pieds des élèves. Selon les enseignants, en plus des effectifs pléthoriques qui ne facilitent pas l'encadrement des élèves, le manque d'électricité à leur domicile a un impact négatif sur leurs résultats scolaires. J'ai 119 élèves qui viennent régulièrement. Une leçon qui doit prendre environ 30 ou 40 minutes, avec cet effectif-là, ça nous prend au moins 45 à 51 heures de temps même souvent. Donc tout cela agit sur le résultat des enfants en fait. Aider assez les doigts. Retour chez Ismaël après avoir bénéficié d'un sac solaire. Grâce à ce don, il arrive désormais à étudier convenablement avec son petit frère. Tous les matins pour se rendre à l'école. Maintenant, il peut bien étudier, il peut bien regarder dans mon cahier pour bien étudier. Ce sont 415 sacs solaires qui ont été distribués aux élèves défavorisés des différents établissements scolaires des villages et quartiers de la commune de Port-Boué. Les donateurs veulent étendre leurs actions aux différentes localités défavorisées de la Côte d'Ivoire afin de permettre aux élèves d'apprendre dans de meilleures conditions. Wow, superbe élément, hein. Franchement, chapeau à Herman Niamien. Merci beaucoup à celui qui a monté donc, cet élément-là. On a une pensée ce matin également pour tous ces élèves-là qui n'ont même pas la chance d'avoir le minimum vital pour étudier. Et souvent, c'est ce genre d'élèves-là qui enchaînent les bons résultats. Ça, il faut le noter, hein. On a une pensée pour les élèves dans les villages qui n'ont même pas de banc, qui prennent donc des cours sous des bananiers. Oui, on va vous montrer les photos donc, dans Matin Bonheur. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Bon courage et puis on espère que les autorités compétentes feront fort de doter donc ces futurs cadres-là d'éléments vraiment décents pour étudier. Il va y avoir du sport maintenant à Matin Bonheur, c'est tous les jours comme ça, surtout tous les lundis avec le plus introduit donc des arcanes sportifs sur ce plateau dans l'équipe de Matin Bonheur, Monsieur Patrick Guité. Aujourd'hui, nous allons parler de tirage au sort des quarts de finale de l'UEFA Champions League, du trophée de l'UEFA Ligue des Champions qui se balade quelque part à Trècheville. Là, c'est que le WAC éliminé de la Ligue des Champions. Nous sommes habitués à ça au football ivoirien. Muriel Aouré accueillie avec les honneurs. Elle le mérite amplement. Mais nous allons commencer avec Lassana Palinfo, réélu pour un mandat de 4 ans. Il s'agit du CNO. Bonjour Patrick. Bonjour Marcelin, bonjour Nézi. Bonjour Patrick. Je te salue en premier. Alors nous commençons avec l'élection de monsieur le général, l'intendant général Lassana Palinfo, qui a été réélu à la tête du comité national olympique de Côte d'Ivoire. C'était le samedi 17 mars dernier, donc au siège du CNO. On va dire qu'avec 20 voix contre 9, l'intendant général a battu Isaac Angbo, qui est le président de la fédération ivoirienne de judo. Président depuis 1999, l'intendant général a placé ce taux quadriennal sous le signe du rajeunissement des instances du CNO et forcément de l'amélioration des résultats des différentes fédérations qui sont olympiques, bien entendu. Maintenant, Muriel Aouré qui est accueillie
qui est accueillie avec les honneurs. Oui, Muel Aouré accueillie avec les honneurs. Elle était attendue le 14 mars dernier à partir de 16h. C'est plutôt à 17h10 qu'elle a fait son pied-à-terre on va dire, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. Alors, la médaille d'or du 60 mètres féminin du championnat du monde en salle de Birmingham a été accueillie avec les honneurs par les autorités fédérales. Son parrain, Mamadi Diané, sa mère et ses fans qui ont fait le déplacement. Alors, dès sa descente d'avion, on célébrait donc sa médaille d'or sur les 60 mètres, mais elle a indiqué qu'elle était déjà prête pour les 100 et 200 mètres pour lesquels elle s'est, on va dire, elle se prépare à Houston, là où elle habite. À noter qu'elle avait fini en finale du 60 mètres en 6 secondes 97 centièmes, juste devant Marie-Josée Talou, sa compatriote médaillée d'argent à cette finale du 60 mètres féminin indoor à Birmingham. Yaya Touré, de retour chez les éléphants, c'est acté, c'est officiel. 3 ans, on va dire, après, Yaya Touré sort de sa retraite internationale. Le milieu de terrain de Manchester City fait partie, en tout cas, des 24 joueurs sélectionnés par Kamara Ibrahim, on va sélectionner intérimaire, en vue des matchs amicaux prévus face au Togo et à la Moldavie les 24 et 27 mars prochains. C'est à Beauvais, en France. Mais selon certains observateurs, entre sa convocation et sa présence effective, il y a un gros fossé. Il faudra donc attendre le début du regroupement prévu ce matin, à partir de ce matin, pour se rendre compte de la réalité. Ce qui pose problème aujourd'hui avec Yaya Touré, c'est que depuis le début de la saison, il n'a participé qu'à 13 matchs, dont 4 titularisations, essentiellement en Ligue des Champions et en FA Cup. On espère qu'il sera prêt physiquement pour épauler ses jeunes partenaires, coéquipiers ivoiriens qui ont été également sélectionnés. Pour ceux qui l'oublieraient, Yaya Touré, c'est 102 matchs avec la sélection de Côte d'Ivoire, 19 buts, 10 passes décisives, 3 qualifications successives pour la Coupe du Monde et une Coupe d'Afrique. Nous y étions, c'était à Bata en 2015 dernier. On va parler maintenant de la Ligue des Champions, Made in Côte d'Ivoire, l'ASEC et le WAC éliminés. Eh bien, on est très heureux d'accueillir Yaya Touré, mais là, on était malheureux. Durant ce week-end, avec les éliminations consécutives du WAC, là, c'est pas du tout la Ligue des Champions Made in Côte d'Ivoire. Ligue des Champions sans la Côte d'Ivoire. Sans la Côte d'Ivoire. Et donc, l'ASEC Mimosa ne jouera pas la phase finale de la poule, la phase de poule, de la CAF Ligue des Champions aux grandes dames de Marcelin qui est en train de se plonger, puisque le champion de Côte d'Ivoire est sorti, on va dire, de la compétition à l'étape des 16e de finale, vainqueur à l'aller sur le score de 1-0 face aux Esco United de Zambie. Eh bien, les Mimosas se sont inclinés le dimanche dernier au stade Félix Houphouët-Boigny sur le score de 1-2. Décidément la Zambie. Bien sûr, la Zambie qui... Toujours la Zambie. Oui, cette fois-ci, il n'y avait pas Verena sur le banc de touche. Mais avec ou sans Rena, la Zambie... Les Chipolo Polo sont toujours, on va dire, vainqueurs des éléphants de Côte d'Ivoire. Et c'est le même destin pour le WAC dont on savait déjà le sort, puisque les Guêpes de William Civil s'étaient inclinés lourdement au match aller à Casablanca face au WAC du Maroc, 7-2 à Abidjan le samedi dernier. Eh bien, les Ivoiriens n'ont pas, on va dire, n'ont pas validé leur ticket pour la manche de poule de cette Coupe Ligue des Champions, mais ont battu le WAC, champion sortant, une victoire de prestige qui permet donc... Combien ? 2-0, 2 buts sur penalty, 2 buts de Diallo. L'honneur est sauf. L'honneur est sauf. Alors, qu'est-ce qui cloche, Patrick, vous qui êtes très introduit? Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi on ne peut pas parler de manque d'expérience pour l'ASEC, qui a déjà gagné le trophée, qui a quand même un staff assez conséquent. Oui, mais vous savez, l'ASEC a gagné le trophée, ça fait quelques années quand même. Oui. Ces joueurs qui sont là manquent certainement d'expérience et de rythme. De mental surtout. Oui, mais de rythme, puisque depuis le retour du CHAN, l'ASEC et le WAC n'ont participé qu'à un match de championnat. Donc ça a manqué un peu de rythme, de présence dans l'impact physique, d'intelligence tactique. Ça a manqué un peu de tout, que ce soit du côté du WAC ou bien du côté de l'ASEC Mimosa. Mais on s'attendait à une qualification des Mimosa, malheureusement. Eh bien, les jaunes et noirs iront jouer la Coupe de la Confédération, puisque éliminés à l'étape des 16e de finale, ils sont reversés en Coupe de la Confédération. On attend donc les différents adversaires de nos représentants. Le trophée de l'UEFA Champions League à Trècheville. Oui, le trophée de l'UEFA Ligue des Champions fut exposé durant 2 jours au Palais des Sports de Trècheville, une initiative de la marque de boisson officielle de l'UEFA Ligue des Champions. Le plus prestigieux des trophées européens a été apporté par Alessandro Del Piero, que vous devez connaître, ex-capitaine de la Juventus de Turin et également grand attaquant de la Squadra Azzurra. L'ex-capitaine et star donc de la Juventus a été fait roi dans la pure tradition ivoirienne. Il s'est dit heureux de fouiller la terre
terre, la première fois, la terre de Didier Drogba et de Yaya Touré, qui intègre selon lui son 11 de rêve s'il était entraîneur voilà, d'une équipe ou même d'une équipe nationale. Vous y avez fait un tour? Oui, nous y étions. Vous avez pu toucher la Champions League? Quelque peu quand même. Nous l'avons déjà touché hein, lorsque Yaya Touré l'avait remporté. Ah, il était arrivé avec ce trophée, il avait présenté à tous les fans, tous les admirateurs et tous ceux qui suivent avec attention cette Ligue des Champions qui est à l'étape de quart de finale. Je ne vais pas être mauvaise langue, mais si tout le monde la touche, elle doit être remplie de bactéries, cette coupe. Allez, on va passer au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. De la Ligue des Champions. Oui, ils vont se battre tous pour ce trophée qui se promène quelque part à Treichville. Alors, pour le tirage au sort des quarts de finale, on aura le choc entre la Juventus et le Real de Madrid, le remake donc de la finale 2017 de cette compétition. Les Madrilènes l'avaient emporté sur le score de 4-1. La Juventus a à cœur donc de prendre sa revanche. On aura également l'opposition de FC Barcelone et l'AS Roma. FC Séville qui a sorti Manchester United sera opposé au Bayern de Munich. Et Liverpool affrontera Manchester City dans le choc 100% en Première Ligue. Et puis il y a aussi quelques informations pour le championnat français. Le championnat français. Avec la défaite donc, de Marseille. De Marseille au Vélodrome face à l'Olympico. Oui, vous disiez que vous supportiez pour la première fois où j'ai essayé de supporter à Marseille a perdu. Je vous invite à supporter les adversaires des représentants ivoiriens. Marco, arrêtez de supporter. À chaque fois que Marco supporte une équipe, cette équipe a des bactéries. Oui, c'est ça. Non, je suis toujours PSG, toujours Paris, PSG, ASEC Mimosa et puis l'équipe de Diekabo, mon village. Voilà. Bon, est-ce quelle division? 17e division. On est digne. Nous sommes dignes et fiers. Merci Patrick. Merci à vous. Alors, quelles sont les échéances imminentes en matière de sport dans les jours et semaines à venir? Déjà, il y a la reprise de la Ligue 1, puisque l'ASEC Mimosa totalise 3 matchs en retard. Déjà, jeudi prochain, il y aura ASEC face à l'USC Bassam au stade Oufet-Boigny. Et puis, nous attendons donc le tirage au sort pour les manches allées du tour de recadrage donc, de la Coupe de la Confédération représentant de la Côte d'Ivoire. l'ASEC et le WAC seront fixés dans quelques jours. Merci beaucoup. Merci à vous. On le fait ensemble, Marco. Merci pour la chorale. Ouais. La chorale Saint-Martin-Bonheur. Non, oui, Saint-Joseph. Saint-Martin-Bonheur. Alors, lui, il est bien installé, il est prêt pour nous donner des informations concernant toute l'actualité d'ici et d'ailleurs. C'est Hamza Diaby, il est là. Voilà, Marco, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai rien dit, je vous laisse parler. Allez-y. Alors, mais avant, on a la météo. MTN, everywhere you go. Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre en ce lundi. Aujourd'hui, la matinée sera simplement nuageuse du rivage océanique à la limite forestière du pays. Des averses pourront se signaler sur certaines parties des régions forestières, voire même littorales. En allant vers les régions nord du pays, les nuages seront de moins en moins nombreux, faisant place à un bel ensoleillement. Les températures au lever de ce jour, notons 25 à Abidjan, 24 degrés pour Adiaké et Bondoukou, 23 pour Boaké et Daloa, 24 degrés à Dimbokro, Gagnoa et Korogo, 22 degrés pour le Tompi, 23 à Odiéné, 24 degrés pour la ville de San Pedro, 23 degrés à Sassandra et à Tabou et 24 pour Yamoussoukro. Cet après-midi, les régions partant des bordures océaniques à la limite centre du pays connaîtront un début d'après-midi ensoleillé. Au fil des heures, le temps changera pour donner des orages dans la partie forestière. Le littoral et l'ouest verront quelques percées de soleil. Plus au nord du pays, les nuages seront nombreux dans le ciel, mais très vite, les nuages grossiront pour donner des orages ça et là sur ces régions proches des frontières nord et nord-ouest du pays. On y va pour les températures de notre après-midi. 31 à Abidjan et à Diaké, 34 degrés pour la région du Gantougo, 33 pour Boaké, 32 degrés à Daloa, 35 à Dimbokro, 32 dans le Go, 34 degrés à Korogo, 32 pour le Tompi, 35 degrés à Odiéné, 31 à San Pedro et à Sassandra, la minimale de 30 relevée à Tabou et 32 pour Yamoussoukro. Le résumé du temps de ce lundi est fait. Excellent début de semaine à tous et à chacun.
MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Hier dimanche 18 mars a été célébrée la première édition de la Journée mondiale du recyclage. Le recyclage qui s'impose comme solution pour la gestion des déchets mais aussi pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ayant donc compris l'importance du recyclage, plusieurs jeunes Ivoiriens s'adonnent à cette activité à partir de déchets collectés, composés entre autres de bouteilles et de sachets plastique. Il fabrique plusieurs articles, notamment des tableaux, des tenues et des tables. Notre reporter Grace Kando a fait une incursion dans leur milieu. Yopougon Sidessi, dans ce quartier, est installée une petite unité de fabrication de pavés fait à base de bouteilles en plastique et de sachets déjà utilisés. Les sachets que nous prélevons sont prélevés dans les rues. Et lorsque le stock est consistant, les particuliers nous envoient sur le site 400-500 par jour. Mais si nous avons eu une machine plus performante, je pense qu'on pourra faire le double et le triple. Bon, on a des commandes, mais on ne peut pas satisfaire la commande de la clientèle puisque la machine que nous avons ne sont pas trop performantes. Sinon le marché est porteur. Rien ne se perd en matière de déchets. C'est aussi le cas d'Ecosa Nature, établi dans un autre quartier de Yopougon. Ils collectent des pneus usagés pour fabriquer des poufs et des tables. Ce que je vais dire aux jeunes, c'est de rester courageux, ne pas rester assis là, dire il n'y a rien à faire. J'ai toujours dit, assois-toi, réfléchis, tu vas trouver ce que tu dois faire. Là où les jeunes là marchent chaque jour, il y a quelque chose sous leurs pieds là qui peut leur donner ce qu'ils s'en vont chercher comme profil à l'Occident. Ces petites et moyennes entreprises ne sont pas les seules à s'essayer au recyclage. L'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, forme également de jeunes étudiants à la reconversion d'objets utilisés. Talent, ingéniosité sont mis à contribution pour innover avec les déchets. Les filets qui sont déversés au bord des lagunes, moi je vais spécialement pour les récupérer, pour leur donner une seconde nature. Maintenant, ces filets-là représentent des ADN qu'on donne à soi. C'est-à-dire, une personne qui utilise une éponge intègre son ADN. Donc c'est l'ADN de tout ce monde-là que j'essaie de matérialiser. L'élément nouveau, c'est mettre un frein à la prolifération du textile dans nos ordures, en créant des textiles qu'on peut porter. Donner vie à ces textiles qui bougent par moments nos caniveaux, nos rues, qui salissent nos rues. Ces différentes initiatives sont encouragées par des membres du gouvernement venus visiter ces jeunes en plein travaux. Notre approche est de sensibiliser la population à l'effet de lutter contre la prolifération des déchets qu'on voit ça et là. Comme pour dire aux populations que tout ce que nous considérons comme étant des déchets, constitue la matière première. La matière première qu'on peut recycler. L'art et l'environnement, l'art et l'écologie sont liés. Nous avons des emplois à créer à partir de ces œuvres-là. Il appartient aux Ivoiriens de consommer ce que leurs artistes créent pour que nous ayons beaucoup plus de jeunes Ivoiriens qui s'intéressent au métier des arts parce que les métiers des arts nourrissent leurs hommes. La production quotidienne de déchets solides ménagers est passée de 2800 tonnes en 2000 à 3800 tonnes en 2018, soit un taux d'accroissement de 35,71%. C'est pourquoi, selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, le recyclage et la valorisation des déchets sont des leviers de la préservation de l'environnement. D'où la création du Centre de valorisation et d'enfouissement technique, dont la première pierre sera posée ce lundi 19 mars à Kossuouin, dans la sous-préfecture de Songo.
Reportage signé Grace Kando. Le Conseil national de la jeunesse, CNJ, section Port-Bouët, a procédé samedi dernier, 17 mars, au lancement de ses premières assises. Des assises pour permettre à la majorité des jeunes de saisir les difficultés d'accès à l'emploi et de pouvoir s'insérer dans le tissu professionnel et ainsi se prendre en charge. On en parle avec Ahmed Traoré et Serge Collier. L'emploi des jeunes est une question récurrente dans les politiques publiques. De nombreux jeunes sont au chômage. Le Conseil national de la jeunesse, section Port-Bouët, organise ses premières assises autour du thème « Autonomisation effective des jeunes à l'orée de 2020 ». Le défi que tente ainsi de relever le Conseil national de la jeunesse est de permettre à la grande majorité des jeunes de s'insérer dans le tissu professionnel et de se prendre en charge. Quand on parle de développement, la jeunesse ne peut en aucun cas être mise en marge. Parce qu'il ne peut pas avoir de développement sans une jeunesse dynamique, sans une jeunesse forte. Les assises vont s'étendre sur plusieurs jours. En atelier, la jeunesse va réfléchir sur les mots auxquels ils sont confrontés et tous ces données seront consignées dans un livre blanc que nous allons présenter aux autorités ainsi qu'aux responsables d'entreprise aujourd'hui qui nous accompagnent. Selon Daouda Sanogo, président du Conseil national de la jeunesse, section Port-Bouët, des actions seront menées chaque année pour permettre aux jeunes de saisir les causes des difficultés d'accès à l'emploi. Ensuite, des propositions seront faites. Dans 4 mois, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME va organiser, ici même à Abidjan, route de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, la FOMCI, la première foire du Made in Côte d'Ivoire. C'est une plateforme de promotion des produits issus des unités de transformation et d'échange entre consommateurs nationaux et internationaux, ainsi que des investisseurs. Le lancement de cette foire a eu lieu récemment en présence du ministre Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Le reportage de Francis Boifo. Si la culture ivoirienne est très connue à l'étranger dans les 5 continents, des produits artisanaux et ceux issus des unités de transformation locales ainsi que des services ne le sont pas. La foire du Made in Côte d'Ivoire, FOMCI, qui se tiendra du 25 juillet au 5 août prochain à Abidjan, se propose de remonter la pente. Notre objectif, en fait, c'est d'accompagner cette stratégie en donnant de la visibilité à tous ces produits qui sont fabriqués sur le territoire ivoirien. Donc la FOMCI est une opportunité pour toutes ces structures-là de valoriser leurs produits pour que le label Made in Côte d'Ivoire soit déjà consommé au niveau domestique, c'est-à-dire par les Ivoiriens, par les populations vivant en Côte d'Ivoire, et que le label Made in Côte d'Ivoire également puisse être exporté sur l'ensemble des 5 continents. Des espaces seront réservés aux grandes, petites et moyennes entreprises avec des prix étudiés. 75 000 francs CFA pour l'inscription et 160 000 francs CFA le mètre carré selon les organisateurs. Après avoir fait un benchmarking par rapport aux différentes foires au salon, de même envergure qui sont organisés au niveau de la sous-région. Donc ce sont des prix qui sont compétitifs. Le ministère en charge de l'artisanat prendra des dispositions pour subventionner la participation des artisans, je veux dire, au cours de cet important salon. Plateforme d'échange entre opérateurs économiques, consommateurs nationaux et internationaux, la foire du Made in Côte d'Ivoire, FOMCI, la première du genre, vise l'accès à un marché de plus de 220 millions de consommateurs. Et on ouvre à présent la page culture de ce journal. Le groupe Magic System, groupe Zouglou, a lancé la 11e édition du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. C'était jeudi dernier, 15 mars, à Marcory. Ce FEMUA 11 a pour thème jeunesse africaine et immigration clandestine. Ce thème d'actualité sera débattu tout au long de cette année à travers des conférences. Parrainé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le FEMUA 11 verra la participation de 15 artistes nationaux et internationaux. C'est ce que nous dit notre reporter Issa Chonayeo. C'est reparti pour le FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Une innovation pour cette 11e édition, le changement de site. Habituellement organisé dans le village d'Anoumambo, cette année, l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, va accueillir l'événement. Ce, en raison des travaux de bitumage sur l'ancien site. Au niveau des prestations artistiques,
Gao Production n'a pas fait dans la dentelle. De grands noms de la musique nationale et internationale sont annoncés. Parmi eux, le Kwakanza qui sera célébré. Les artistes de la musique tradie moderne et du coupé décalé seront également présents à ce FEMIA 11. Invité au FEMIA, pour moi, c'est un réel plaisir. Et puis, à travers moi, les artistes tradis modernes sont honorés. Je remercie personnellement Assalfo. C'est un plaisir de participer au FEMIA parce que c'est l'un des plus grands festivals d'Afrique. Donc, on permet de mettre la joie à l'ambiance et on invite tout le monde à venir massivement. Groupe éco-citoyen, Magic System est au cœur des sujets d'actualité. Cette année, la formation artistique va s'intéresser à l'épineux problème de l'immigration clandestine. Le mal, il est profond. Du moment où nous avions tous cru que c'est parce que nos jeunes manquaient d'emploi qu'ils s'adonnaient à cet exode-là. Mais là, on se rend compte que même ceux qui ont du boulot, souvent préfèrent abandonner leur boulot pour aller chercher l'aventure ailleurs. Ce qui veut dire que c'est un problème qui est plus profond que ce qu'on croit. C'est culturel et il faut trouver les mots justes pour essayer de dissuader tous ceux qui croient que le paradis se trouve ailleurs et pas ici. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, a salué l'engagement du groupe Magic System dans la promotion de la musique à travers le FEMIA. Il a par la suite annoncé pour bientôt la création du prix Papa Wemba pour la musique. Au total, 15 artistes nationaux et internationaux prendront part à cette 11e édition du FEMIA. Et la 47e semaine culturelle et sportive de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville a ouvert ses portes récemment. Lieu choisi pour abriter ces festivités, c'est la place d'armes de l'EMPT. La cérémonie d'ouverture de cette 47e semaine culturelle et sportive de l'EMPT s'est tenue donc en présence du général de corps d'armée, Touré Sekou. De la culture, marquée par des danses traditionnelles exécutées par les élèves de la diaspora que compte les MPT de Bingerville, mais également du sport, avec la démonstration de kata en wushu et kung-fu, exécutée par le club des amis de la Chine. La 47e semaine culturelle et sportive de l'EMPT de Bingerville ouvre ainsi ses portes en présence du général de corps d'armée, chef d'état-major Touré Sekou. Dans son discours, gravitant autour du thème « EMPT, revenons à nos vertus anciennes » et en sa qualité de président de cette 47e semaine culturelle et sportive, l'élève Bouakar Amoko en classe de terminale A a salué l'héritage légué par les anciens de l'école. Le thème de la 47e semaine culturelle qui s'intitule « Comment redonner à l'EMPT ses vertus anciennes » illustre bien cette volonté d'adopter des changements dans notre école tout en tenant compte de son passé, afin de sauvegarder les principes et les valeurs cultivés par nos prédécesseurs depuis la création de l'EMPT en 1939 aussi. Oui, vous êtes un modèle pour nous à travers votre savoir, votre savoir-faire et votre savoir-être. Ancien enfant de troupe de la 44e promotion, le parrain de cette célébration, Ouattara Ben Hassan, s'est réjoui de la rigueur et de l'excellence qui continuent de demeurer au sein de l'EMPT de Bingerville. Chers cadets et cadettes, cette école nous a appris certaines valeurs. La rigueur, la discipline, le don de soi, la ponctualité, le respect des aînés, en somme, l'excellence. Vous devez donc vous approprier ces vertus, non seulement durant votre séjour dans cette école, mais aussi tout au long de votre vie, et demeurer toujours les meilleurs dans tout ce que vous aurez à faire. Le général de corps d'armée et chef d'état-major Touré Sekou a procédé au lancement officiel des célébrations, semaine culturelle, occasion pour les populations riveraines de réaliser une véritable immersion dans le monde des enfants de troupe, festivités qui s'achèveront le 24 mars prochain par une cérémonie de remise de prix aux meilleures écoles que compte l'établissement d'enseignement militaire.
C'était un récit de Herman Guivet. L'actualité internationale pour refermer ce journal. En Guinée, un grand incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche et a ravagé une partie du marché de Madina, le plus grand de la capitale guinéenne Conakry. Au moins 300 commerces, étals et kiosques ont été détruits par les flammes. Le GOA, le groupe des hommes d'affaires organisés, organisation donc de promotion et de protection des droits des opérateurs économiques guinéens, déplore d'importants dégâts. Aux États-Unis, le procureur spécial et son équipe ont été la cible de violentes attaques de Donald Trump ce week-end. Le président américain a fait feu de tout bois sur Twitter contre Robert Mueller, dont l'avocat du président souhaite qu'il cesse ses investigations. L'ancien patron du FBI, viré par le président, a quant à lui promis des révélations imminentes. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble. Merci beaucoup Hamza Diaby, on vous retrouve avec plaisir pour d'autres temps de l'information, notamment le flash à 10h, c'est cela? Et puis le 13h aussi, donc serait le visage de l'information tout au long de cette journée, la mi-journée. Merci d'être avec nous mesdames et messieurs sur Matin Bonheur, léger lifting de la rédaction en chef par rapport au conducteur de cette émission. Tout de suite, dans quelques instants seulement, nous allons recevoir avec beaucoup de plaisir monsieur le capitaine Sila Cheikh Tidiane, ingénieur des eaux et forêts, directeur de la gestion et de la protection des ressources en eau. Et ensuite, je rappelle qu'il sera accompagné donc de monsieur du professeur Kwame Fernand, directeur des ressources en eau, c'est lui, de la protection des ressources en eau, et puis le capitaine Sila Cheikh Tidiane, ingénieur des eaux et forêts, donc avec qui nous parlerons bien sûr de la thématique suivante. Eau et forêt, quel enjeu économique? Alors, je situe le contexte donc de cette thématique, c'est que le mercredi 21 mars, c'est la journée internationale des forêts et le jeudi 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Donc, au niveau de l'équipe rédactionnelle, on a voulu donc poser cette thématique afin de coller à l'actualité, puis surtout d'avoir des informations concernant ces problèmes qui minent nos pays en voie de développement, notamment au niveau des eaux et forêts. Alors, quelle implication ça peut avoir sur l'économie? Comment ça peut contribuer au bien-être tout court, au développement des uns et des autres? Ce sera donc toute la quintessence de notre rencontre dans quelques instants. Mais avant, pour permettre au capitaine de s'installer, nous allons donc aller dans ce No Comment qui nous parle de la verticale de la Tour Eiffel. Attention, 1655 marches à monter le plus vite possible. Voici ce que ça donne. Elle a un goût particulier par rapport aux trois premières fois, tout ça. Plus ça va, et puis bientôt derrière, ils seront derrière l'écran. On va leur demander d'avancer un petit peu. Mais voilà, ils sont installés, nos invités du jour, pour parler de la thématique économie. Et Marco l'a dit, aujourd'hui, on parlera des eaux et forêts. Quel enjeu économique. Et juste après eux, vous aurez Gabriel Zani et son invité pour Instant Vérité. Donc, son invité sera Marco. Monsieur Lassine Karamoko du parti Leader, cher au professeur Mamadou Koulibaly, qui sera sur notre plateau en exclusivité et en intégralité sur RTI1. Vous savez que Matin Bonheur, c'est le rendez-vous de l'expression multiple et multiforme. Toutes les sensibilités s'expriment grâce, bien sûr, à nos équipes et à la rédaction en chef, toujours à l'affût des invités qui ont beaucoup à dire. Monsieur, bonjour. Bonjour, vous êtes bien installé, on espère. Merci. Alors, on va avec l'élément explicatif et on se retrouve juste après. Vous êtes à Matin Bonheur et vous faites bien. Les eaux et les forêts sont des ressources naturelles de grande importance. Elles ont un réservoir d'intérêt extrêmement varié. Elles ne procurent pas seulement à manger et à boire. C'est une source de vie. Et sans l'eau, aucun être ne peut vivre sur la terre. Que c'est ça qu'on va vendre. On va fabriquer des outils qui sont importants, par exemple les cahiers. En fabriquant les cahiers, c'est de l'argent qu'on a en fait. Quand on vend les arbres, on a de l'argent. En Côte d'Ivoire, nous avions la forêt. Et c'est à travers cette forêt que
sortent toutes les denrées alimentaires, à savoir le manioc qui donne la tchéké, les bananes, plantains et toutes sortes de fruits et de plantations qui sortent de ces forêts-là pour le bien-être des Ivoiriens. Une pluralité d'opportunités est offerte à l'humanité par l'eau et la forêt, aussi bien sur le plan écologique, socio-culturel qu'économique. Ces richesses naturelles sont toutes deux des sources d'énergie. La forêt, quant à elle, conserve la biodiversité, absorbe le carbone et réapprovisionne en oxygène l'air. Le couvert forestier permet aussi de constituer des bassins hydrographiques et de maintenir la fertilité des sols. Par ailleurs, certaines forêts constituent des stations touristiques. Au plan socio-économique, les forêts fournissent un éventail de produits industriels, notamment du bois d'œuvre, des panneaux, des poteaux, des piquets et du papier. Cependant, l'utilisation abusive de l'eau et des ressources forestières n'est pas sans conséquences. Quand l'eau est polluée, ça entraîne forcément des conséquences. Voilà pourquoi il faut l'assainir pour avoir de l'eau potable. On dit que voilà, on doit vendre les arbres pour récolter de l'argent. Mais souvent, quand on abat les arbres, je ne sais pas quelles sont les recherches, mais apparemment, on ne vend pas ces arbres-là. Du coup, on n'a pas de l'argent en retour. L'expansion agricole, l'exploitation illégale du bois, l'extraction du pétrole et du gaz, la pollution et la consommation excessive de l'eau sont les principales causes de l'utilisation abusive de ces ressources. Ces réalités aussi, à leur tour, engendrent multiples conséquences, entre autres, la perte de la biodiversité terrestre, l'aggravation des maladies et des catastrophes naturelles, la diminution des ressources en eau. À titre palliatif, des actions doivent être menées par toutes les parties pour la préservation de ces richesses naturelles. Les hectares de forêt que nous avons perdus depuis les années 60 jusque maintenant, on puisse les retrouver à travers une politique de reboisement, une politique aussi au niveau des eaux. Il faut que de plus en plus les eaux ivoiriennes soient bien traitées pour la bonne consommation. L'eau et la forêt sont des ressources d'importance vitale pour l'humanité. Disons donc non à leur surexploitation en adoptant des mesures visant à préserver l'eau et la forêt. Capitaine Sylla Cheikh Tidiane, vous êtes le point focal APV FLEG, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement accord de partenariat volontaire. Le FLEG est une initiative de l'Union européenne. C'est un acronyme anglais qui veut dire application des réglementations forestières pour la bonne gouvernance et les échanges commerciaux. Alors, cette semaine, c'est bien sûr la semaine des eaux et forêts, on va dire ça comme ça. Le 21 mars, la journée internationale des forêts et le 22 jeudi, journée mondiale de l'eau. Alors, très simple question, comment va notre pays, la Côte d'Ivoire, au niveau de ce duo-là qui existe depuis longtemps, qui est le ministère des eaux et forêts depuis des lustres. Alors, comment ça se passe dans notre pays en Côte d'Ivoire? Alors, pour répondre simplement à cette question, il faut dire que la forêt ivoirienne a beaucoup souffert. Et il est question maintenant de mettre en œuvre un ensemble de mesures pour reconquérir la forêt que nous avons perdue. Parce que la couverture forestière a été fortement réduite du fait de beaucoup de facteurs. Je pense que pour la question de l'eau, le professeur Kwame, qui est le directeur des ressources en eau, pourra également réagir là-dessus. Alors, professeur Kwame, comment se portent les eaux en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire est abondamment arrosée, contrairement aux pays du Nord. Mais la répartition de l'eau sur l'année montre qu'il y a des périodes de pénurie. On constate qu'il y a des années de sécheresse et ces années de sécheresse impactent énormément le secteur économique. Lorsque vous manquez d'eau, l'énergie, vous manquez également d'énergie et cela peut avoir un impact sur la production même industrielle. L'agriculture est tributaire des ressources en eau. On constate que s'il y a des pénuries, et on le constate dans ces derniers temps où il y a des extrêmes climatiques, il y a des pénuries, mais il y a aussi l'abondance, ce qui perturbe un peu le calendrier culturel et impacte également l'économie. Donc les eaux sont réparties de façon inégale dans l'année, sont réparties également au fil des années de façon inégale et affectent, je l'ai dit, notre secteur économique, notamment l'agriculture, l'énergie, que j'ai donné comme exemple, mais impactent également les autres secteurs d'activité. Alors, l'ancien président de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, par ailleurs ancien président également du Sénégal, M. Abdou Diouf, disait que l'Afrique a 3 problèmes. Le problème de l'eau, le problème de l'eau et le problème de l'eau. L'insistance donc a fait que beaucoup de pays donc, en tout cas, on se posait des questions. Alors, ça veut dire qu'il y a des incidences autant sur l'environnement et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui au niveau économique. Oui, mais toutes les activités que vous menez dans nos pays
sont tributaires des ressources en eau. On ne l'imagine pas, mais comme je le dis, l'industrie même, l'agriculture, consomme 70% des ressources en eau. Et donc, s'il n'y a pas d'eau, l'agriculture en souffre. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'énergie. Vous savez que sans l'énergie, on n'est pas indépendant, on ne peut rien faire. Les industries ne peuvent plus produire, la RTI ne peut plus émettre. Parce qu'il n'y a pas d'énergie, on ne peut pas diffuser les informations. Et donc, l'impact est important sur l'économie. Sans eau, on dit qu'il n'y a pas de vie. Mais c'est dans la réalité qu'on se rend compte que quand vous vous déplacez pour aller dans des pays où il y a des pénuries, où il y a la sécheresse, vous voyez qu'on va vers la pauvreté. Lorsque vous venez là où il y a de l'eau, il y a de l'abondance, il y a des richesses. Alors, parlons de l'eau. C'est difficile pour nous de croire qu'il y ait des difficultés ici en Côte d'Ivoire, vu qu'on vend à l'extérieur. Quelles sont les difficultés réelles? Vous avez de l'eau, je vous donnerai l'exemple de la lagune. Mais si l'eau est polluée, c'est une pénurie. Non, parlons de transformation de l'eau en énergie. Transformation de l'eau en énergie, vous avez le barrage de Kossou, qui est un barrage qui est au centre de la Côte d'Ivoire, qui est un très grand barrage, mais qui n'arrive pas à produire suffisamment d'énergie parce que de nombreux petits barrages existent et la sécheresse également vient aggraver la situation et les turbines n'arrivent plus à tourner pour la capacité pour laquelle Kossou a été construit. Vous voyez que la pénurie d'eau affecte énormément les barrages. On est obligé maintenant de se tourner vers l'énergie soit solaire ou l'énergie thermique pour assurer notre autosuffisance en énergie. Donc, vous allez voir que s'il n'y a pas d'énergie, s'il n'y a pas d'eau, on peut avoir de véritables problèmes au niveau de la production d'énergie et faire recours à d'autres sources pour arriver à assurer notre autonomie. Capitaine Sila Cheikh Tidiane, même constat au niveau des forêts. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, la forêt ivoirienne s'amenuise. On parle de 16 millions au lendemain début du siècle dernier. Au début du siècle dernier. Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 2 millions moins. Les plus pessimistes disent même moins de 2 millions. Voilà. 2 millions de mètres carrés, c'est ça, hein? D'hectares, 2 millions d'hectares, c'est ça. Alors, dites-nous. Alors, on ne va pas rentrer dans le fétichisme des chiffres. Mais si, c'est important également pour avoir des informations. Oui, pour se situer, il y a un inventaire qui sera bientôt fait par le ministère des Eaux et Forêts qui nous permettra de communiquer les chiffres assez clairs et concrets. Mais pour se donner une idée de l'état actuel de la forêt ivoirienne, il faut savoir que, comme vous l'avez dit, au début du siècle dernier, 1900, nous avons 16 millions d'hectares de forêt. Et suite à toutes les actions qui ont été menées, il y a une étude qui a été faite par le BNET en 2015 qui nous situe autour de 3 millions d'hectares de forêt. Ça, c'est en 2015. C'est très optimiste. Ça, c'est en 2015. Donc, je vais dire avec le rythme de déforestation annuelle qui avoisine les 200 000 hectares par an, effectivement, on peut rapprocher les chiffres que vous avez annoncés. Alors, quelles sont les implications économiques pour revenir un peu à ce qu'on a demandé les implications économiques sont diverses. Tout à l'heure, le professeur l'a dit. La forêt, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, est le pilier protecteur de l'agriculture ivoirienne. Toutes les performances que nous connaissons pour certaines spéculations telles que le cacao, le café, le palmier à huile, l'EVA, je vais dire, ont été obtenues grâce à l'environnement forestier que la Côte d'Ivoire connaît. Aujourd'hui, si nous n'avons plus de forêt, il va sans dire que cela aura effectivement un impact sur le rendement de ces cultures agricoles-là. Donc, ça a vraiment un impact économique à ce niveau-là. Aussi, il faut savoir que la forêt elle-même est une source d'approvisionnement pour plusieurs opérateurs de la filière. Aujourd'hui, au niveau de la forêt, on a des exploitants forestiers qui coupent du bois, c'est une activité. On a des exploitants de bois de chauffe et de bois énergie. Il faut savoir que la consommation énergétique de la Côte d'Ivoire est assurée à 70% par la forêt ivoirienne en termes d'approvisionnement de bois de chauffe et de, de charbon de bois. Il y a également cet aspect-là. Et les exploitants forestiers qui coupent du bois, ces bois sont acheminés par après dans les usines de transformation de bois. Il y a plusieurs usines de transformation de bois qui sont installées dans plusieurs localités de Côte d'Ivoire, certainement que vous connaissez. Et ces usines emploient des dizaines de milliers de personnes. Donc, en somme, la filière forêt-bois, aujourd'hui, c'est près de 50 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects, avec un chiffre d'affaires annuel qui avoisine un peu plus de 100 milliards.
Donc vous voyez qu'aujourd'hui, si on n'a plus cette ressource-là, il va sans dire que l'impact sur l'économie va se faire ressentir. Mais en même temps, est-ce qu'il a été prévu des mesures claires d'attribution des forêts? Oui, bien entendu, il y a une réglementation qui existe. Est-ce qu'elle est respectée? Qui n'est pas respectée. Non, ce qu'il faut dire, madame a parlé de l'attribution des forêts. Alors ça, c'est une question qui relève du foncier qui est géré par le ministère de l'Agriculture. Je pense qu'il y a une loi qui aujourd'hui a été prise. Et les forêts classées qui sont exploitées, ça relève aussi du La Côte d'Ivoire dispose de 234 forêts classées qui sont gérées par la SODEFOR, la Société de développement des forêts. Donc les forêts classées, c'est 234 forêts classées. Également, nous avons 387 périmètres d'exploitation forestière en dessous du 8e parallèle. Donc ces deux domaines-là sont réservés exclusivement à la production de bois d'œuvre et de bénéfices, également de bois de chauffe et de bois énergie. Voilà. Ça, c'est en ce qui concerne l'exploitation forestière qui est gérée par le ministère des Eaux et Forêts. Alors, l'attribution de ces concessions à des opérateurs se fait conformément à une réglementation qui existe. Donc, nous avons cité, entre autres sources de dégradation des forêts, on avait parlé de l'agriculture itinérante qui se prolifie. Il y a aussi la surexploitation du bois et du bois énergie. Ça tombe bien, on va revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant la surexploitation et surtout ce qui se passe réellement par rapport aux forêts classées. Et puis, on va en discuter. N'oubliez pas que juste après cette discussion, on va avoir Instant Vérité avec Gabriel Zani et son invité, une personnalité du parti Leader. Pub et Matin Bonheur continue. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Et maintenant, découvrez les spaghettis complets. Les nouvelles pâtes maman à base de blé complet, encore plus nutritifs et enrichis en fibres naturelles. Maman, c'est toi qu'on préfère. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Sous le haut patronage de Mme Henriette Dagri-Diabaté, présidente du RDR, et de M. Albert Mabri-Touaqueuse, président de l'UDPCI, sous le parrainage de M. Amadou Gon Coulibaly, premier vice-président du RDR, sous la coprésidence de M. Kouadio Aoussoujano, vice-président du PDCI, et de Mme Kandia Kamara, secrétaire générale du RDR, à l'initiative de Mme Anne-Désirée Ouloto, secrétaire générale déléguée du RDR, chargée de la vulgarisation des actions du gouvernement, cérémonie de lancement de la tribune des jeudis du RHDP, tribune d'information et de promotion des actions du gouvernement au service des populations. Ce lundi 19 mars 2018 à 17h30 à l'Eden Golf Hotel. Responsable RHDP, membre du gouvernement, DG, PCA, chef de service, cette tribune est la vôtre. Les jeudis du RHDP pour une Côte d'Ivoire rassemblée, unie et prospère. Sous le haut parrainage de son Excellence, M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget du portefeuille de l'État. Sous la présidence de Mme Niali Kaba, ministre du Plan et du Développement. Le ministère du Plan et du Développement organise, en partenariat avec l'UNICEF, le Fonds mondial, l'Agence française de développement et l'UNFPA, le séminaire national de présentation des résultats de la 5e enquête par grappe à indicateurs multiples sur la situation des femmes et des enfants en Côte d'Ivoire, MIX 5 Côte d'Ivoire 2016. Le lundi 19 mars 2018 à partir de 9h à l'auditorium de la Prémature au Plateau. Infoline 20 20 08 42.
Sous le parrainage et la présence effective de M. Adama Koné, ministre de l'économie et des finances, l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire organise la première édition des Journées nationales de la microfinance les 22 et 23 mars 2018 à l'espace CRAE Humois, Abidjan Plateau. De 8h à 18h, exposition, forum et rencontres avec les professionnels de la microfinance. Thème, contribution de la microfinance à l'inclusion financière en Côte d'Ivoire. Venez échanger, trouver du financement pour vos projets. Sponsor Diamant, GESI, CAC et Groupe Cofina. Sous la présidence de Dr Herman Goudou Kofi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive organise une campagne de distribution gratuite de médicaments contre l'éléphantiasis, l'onchocercose et les vers intestinaux transmissibles par le sol du 23 au 27 mars 2018 dans les 57 districts sanitaires suivants. Azopé, Agoville, Akoupé, Alépé, Bangolo, Beoumi, Biancouma, Bololeka, Bongwanou, Boaké, Nord-Est, Nord-Ouest et Sud, Bundjali, Cocody, Mégerville, Dabou, Daloa, Danané, Daoukro, Didievi, Dimokro, Divo, Djouekoué, Ferkesedougou, Fresco, Gagnoa, Grand Lao, Gueyo, Giglo, Guitry, Issia, Jacquesville, Korogo, Kouibli, Lakota, Mamba, Yakro, Otiene, Wangolo, Dougou, Oumé, Prikro, Sakassou, San Pedro, Sassandra, Sikensi, Soubré, Tabou, Tengrila, Tiasale, Tébissou, Touba, Tout le Pleu, Toumaudi, Vavois, Yamsokro, Yopougon Est et Ouest, Zouaounien. Cette campagne est cofinancée par l'USAID à travers la généreuse contribution du peuple américain et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ma santé, ma vie. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Retour sur le plateau, nous remercions toutes ces personnes qui communiquent sur notre émission. Merci de nous suivre de plus en plus. Ça fait plaisir. Capitaine Sila Cheikh Tidiane, vous avez parlé donc du volet économique de la forêt, avec ce qu'on a comme rentabilité en matière de bois, tout ça. Mais cette année, il y a un thème très évocateur au niveau de la Journée internationale des forêts qui parle de... Forêt et ville durable. Alors, forêt et ville durable. Quand on a réglé le souci financier, comment on fait pour que ce soit en adéquation avec la vie de tous les jours, le volet environnemental, écologique? Ok. Alors, il faut savoir que c'est en 2012 que l'Assemblée des Nations Unies a proclamé le 21 mars comme Journée internationale des forêts. Donc, c'est une occasion pour célébrer la forêt dans toute sa diversité. Parce que les forêts sont importantes pour l'humanité. Donc, il faut qu'on explique à l'ensemble des populations l'importance de la forêt. Tout à l'heure, nous avons eu l'occasion d'aborder les aspects économiques. Mais sur le plan écologique, la forêt est un réservoir de biodiversité. Ça a été dit tout à l'heure dans l'élément qui est passé. On y trouve une diversité d'espèces de faune, d'espèces de flore au niveau de la forêt. Mais également, la forêt contribue à maintenir la fertilité des sols. On a parlé de l'agriculture. Aujourd'hui, on ne peut pas faire d'agriculture sur des terres qui ne sont pas fertiles. Ça ne va pas donner quelque chose d'intéressant. C'est la forêt qui contribue à maintenir la fertilité des sols. Mais autre chose très importante, c'est qu'au niveau de la forêt, au niveau des arbres, il y a ce qu'on appelle la photosynthèse. Donc la forêt séquestre le CO2, qui est l'un des gaz les plus importants responsables du réchauffement de notre planète. Donc le thème forêt et ville durable, aujourd'hui l'ensemble des agglomérations dans le monde aspirent à être des villes durables. C'est des villes où on peut avoir un certain nombre de caractéristiques telles que la réduction du taux de pollution dans les agglomérations. Mais ça peut se faire avec l'utilisation des forêts. Donc d'où l'importance de préciser que la forêt peut contribuer à l'atteinte de l'objectif de ville durable au niveau de nos différentes agglomérations. Qu'est-ce qu'on gagne? Vous avez parlé du problème économique tout à l'heure. Ça nous donne des milliards par rapport à la vente du bois. En quoi le fait, par exemple, de passer à une forêt, à un esprit très écologique, qu'est-ce que ça va nous faire gagner au niveau économique? Au niveau économique, je pense que ça nous fait gagner énormément. Nous avons dit aujourd'hui, une ville durable, c'est quoi? Il faut le savoir, une ville durable aussi, c'est une ville qui est saine. C'est-à-dire où il fait bon vivre, c'est des villes qui sont attractives. Il y a de bons exemples à travers le monde qui sont présentés. On peut parler de Copenhague au Danemark, on peut parler de Kigali, qui est une ville en transformation, de même que Lagos, au niveau des villes africaines, si on veut citer. Mais il y a aussi San Francisco. Et c'est des villes qui sont caractérisées par plusieurs choses. Notamment, on parle également de la gestion efficace des déchets dans ces villes. On parle de la gestion durable des ressources en eau, tel que Poussel l'a dit, et la réduction de la pollution. On sait ce que la pollution peut apporter en termes de maladies dans nos agglomérations. Et ça va nécessiter à l'État d'injecter beaucoup d'argent dans la santé, dans la réalisation d'infrastructures, dans le traitement même de ces pathologies-là qui vont apparaître. Mais on peut justement éviter cela. On pourrait le réinjecter dans autre chose. On peut justement éviter cela et réinjecter cette manne-là que nous avons économisée par le fait de juste planter des arbres le long des grandes voies
de nos localités. Merci beaucoup. Mettre des forêts dans ces localités-là et même à proximité. Je pense que c'est important. C'est bien compris. Alors, on va revenir à vous, professeur Kwame Fernand. Avec vous, on parle d'eau. Et à part, quand on parle d'eau directement, on pense aux barrages hydroélectriques, on pense à la pêche artisanale. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de valoriser l'eau? Oui, mais l'eau est présente partout. Vous avez la chance d'avoir une bordure, une façade maritime en Côte d'Ivoire. Mais cette façade maritime, lorsqu'elle est aménagée, et peut attirer, peut développer le tourisme. Là où il y a de l'eau, on peut avoir le tourisme. Il y a du sport aussi qu'on fait avec l'eau. Si la lagune est dépolluée et que la lagune revient avec son, j'allais dire avec un nouveau souffle. Un nouveau souffle, mais on peut faire du sport. Du sport sur l'eau. Je me permets de vous interrompre parce que dans les années 60, nos parents nous disaient qu'il y avait des compétitions chaque week-end sur la lagune. La même lagune qui est là. Il y avait des compétitions dessus, ça avait toute une autre physionomie. Mais cela m'amène à cette question-là. Est-ce qu'on prend vraiment l'eau au sérieux dans nos pays africains? Regardez le paysage qu'on a quand on regarde Abidjan. Cette lagune serpentée, ces frontières naturelles. Est-ce qu'on est conscient un peu de ces richesses-là? Oui. Lorsqu'une ville se développe, il y a aussi d'autres problèmes qui viennent. On parlait tout à l'heure de pollution. Mais il y a un autre problème au niveau de l'eau qui concerne les eaux usées. Gouverner, c'est prévoir. Les eaux usées domestiques, les eaux usées industrielles, les eaux usées agricoles, pour les rejeter dans la nature, doivent être dépolluées, doivent être traitées. Si ces eaux usées sont traitées, parce que avec tout ce qui se passe au niveau de la crise, au niveau de l'eau, il va falloir mettre en place des systèmes de recyclage de l'eau. Pourquoi lavez-vous une voiture avec de l'eau potable? Pourquoi arroser un jardin avec de l'eau traitée pour la consommation humaine? On pouvait recycler cette eau qui peut être utilisée pour laver les voitures, pour arroser le jardin ou pour faire autre chose. Qu'est-ce qui a manqué alors pour qu'on en soit arrivé là? Je n'ai pas parlé des crises économiques que nous avons connues, mais la planification dans le système d'assainissement de ces eaux, dans le traitement de ces eaux, n'a pas pu suivre en termes d'infrastructures qui font qu'on n'a pas pu... on sait qui? L'État. L'État n'a pas pu, normalement, prévoir des infrastructures pour traiter tout ce qui est usé avant leur rejet dans la nature. Et c'est ce que vous voyez certainement à Abidjan. Mais les dispositions actuelles qui sont en train d'être prises avec la gestion des déchets, la gestion des ordures ménagères, va certainement améliorer la qualité donc, de cette eau qui peut être utilisée. Et ce plan d'eau lagunaire peut me servir également pour le transport fluvial. On peut développer le transport fluvial qui va réduire considérablement le temps que vous allez passer pour passer d'un quartier à un autre, parce qu'on peut relier facilement le plateau à Trècheville à travers donc, le transport fluvial. Donc on peut développer le transport également en valorisant cette ressource qui est abondante, je dis, et qui n'est pas utilisée de façon efficiente. Est-ce que c'est prévu? Oui, dans le PND, avec tous les programmes au niveau de l'assainissement, au niveau de l'environnement, au niveau de la salubrité, est-ce que les populations sont impliquées? Parce qu'il y a ça aussi. Si les populations ne sont pas suffisamment impliquées, elles ne vont pas se sentir concernées. Et tous ces plans d'action-là, on va dire que ça sera certainement voué à l'échec. Exactement. Il faut penser à l'Ivoirien nouveau, qui change de comportement. Parce que l'eau, tout comme la forêt, on doit changer de comportement parce que la valeur qu'on leur accorde dans nos villes n'est pas la valeur qu'on accorde à l'eau ou bien à la forêt au village. Il nous reste 3 minutes. Alors, professeur, c'est vrai qu'il faut penser à l'Ivoirien nouveau, mais il faut penser aussi au gouvernant nouveau, celui qui anticipe. Parce que ce n'est pas normal que nous puissions avoir tout ce plan d'eau là, ne pas prévoir des choses afférentes à ça, par rapport à son traitement, par rapport à l'anticipation, pour qu'on en soit arrivé à ce moment où il y a des odeurs, où on ne peut même pas profiter de la lagune. C'est l'Ivoirien nouveau, d'accord, mais le gouvernement nouveau aussi. J'aimerais qu'on termine un peu avec vous, capitaine Sila Cheikh Tidiane. Alors, le 21 mars, donc c'est la journée internationale des forêts. Quel est le message, donc, le message qu'il faut retenir? Alors, le message qu'il faut retenir, tout à l'heure, le professeur l'a dit, les gouvernants essaient d'intégrer dans la planification stratégique de nos différents programmes les notions d'écologisation.
mais il faut également que les populations y mettent du sien à travers des comportements qu'on appelle des comportements éco-responsables. Alors, nous savons que la forêt est fortement dégradée. Donc, ce qu'on peut dire, c'est appeler, lancer un appel à l'ensemble des Ivoiriens et des habitants de la Côte d'Ivoire à participer à la politique de reconstitution de la forêt ivoirienne qui a été lancée par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc, une initiative a été lancée il y a quelques années. Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte. Justement, ces arbres qu'on plante depuis des années, nous sommes à la RTI, depuis des années, quand même, on fait des reportages, planting d'arbres, mais les arbres là sont à quel niveau? On ne sait pas. Exactement. Je pense que ça rejoint la question du comportement éco-citoyen. Il faut que nous-mêmes, nous puissions intégrer la notion de l'importance de l'arbre. Nous puissions savoir que c'est une ressource qui est vitale pour nous et accorder de l'importance à cela. Parce qu'on va injecter beaucoup d'argent pour la réalisation, pour le reboisement, mais après, s'il n'y a pas un suivi, un entretien qui est fait, je pense que c'est de l'argent qui sera encore perdu et nous serons amenés à refaire le même exercice. Alors, donc, il est important de véhiculer le message, de faire beaucoup de sensibilisation au niveau des communautés pour qu'elles intègrent, et même des collectivités territoriales. On parle aujourd'hui de forêt et ville durable. Beaucoup d'arbres d'alignement ont été plantés le long des districts, des artères des districts d'Abidjan et de Yamoussoukro. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'entretien de ces arbres qui ont été plantés là? Bonne question. Et alors, qu'est-ce qui est prévu pour le 21? Alors, monsieur le ministre des Eaux et Forêts, monsieur Alain Richard Donwaï, fera une adresse officielle, comme il est de coutume, à l'ensemble des Ivoiriens. Donc, le message officiel du gouvernement sera donné. Mais à cela, nous avons commencé aujourd'hui avec ce petit message de sensibilisation. Un ensemble d'actions seront menées par le ministère des Eaux et Forêts pour vraiment communiquer sur l'importance de la forêt et des ressources en eau et acquérir l'adhésion de toute la population pour assurer la gestion durable de ces ressources-là qui sont très vitales pour notre humanité. Et à vous, votre dernier mot, professeur Kwame Fernand. D'ici 2050, une personne sur 4 se retrouverait dans un pays qui est affecté par des crises climatiques et des pénuries d'eau. Cela appelle les gouvernants à investir davantage dans les ressources en eau pour prévenir ces problèmes et relever les défis du 21e siècle. Merci. Merci beaucoup à vous, professeur Kwame Fernand. Je rappelle que vous êtes directeur de la gestion et de la protection des ressources en eau et vous étiez en compagnie sur ce plateau du capitaine Sila Cheikh Tidiane, point focal APV. Vraiment, messieurs, bon courage, il y a beaucoup à faire et on espère que vous aurez les moyens adéquats et conséquents afin d'arriver donc de continuer vos missions très nobles. Vous êtes sur Matin Bonheur. Dans quelques instants seulement, Gabriel Zani va prendre le relais et conclure cette émission avec bien sûr Instant Vérité. Aujourd'hui, M. Lassine Karamoko de LIDER est avec nous. Donc, ce sera donc avec l'occasion d'avoir beaucoup d'informations sur tout ce qui rythme la vie de ce parti, cher au professeur Mamadou Koulibaly. Vous savez que l'actualité politique dans notre pays est très, très importante et très, très, très fournie. Donc, Gabriel Zani, avec son franc-parler naturel, donc, va lui poser des questions. Voilà, nous avons aujourd'hui inverser les choses, voilà, parce que nous devons coller également à l'actualité, surtout faire avec la réalité. Et Marco, elle est avec nous, elle voudrait vous saluer. Marco, bonjour Gabriel. Bonjour Lucie, bonjour vous allez bien? Marco. Mais voilà. Alors, pour cette semaine, elle n'était pas prête, mais bon, si. Puisque vous l'avez mise à l'antenne. Oui, on vous écoute, Zani, ça va bien? Oui, ça va bien. Toi aussi, tu as vraiment un franc parler. Ben oui, il devrait vous remplacer de temps en temps. Oui, de temps en temps, de temps en temps. Alors, ça va, Gabriel Zani, tout va bien? Oui, ça va bien, ça va. Je me sens très, 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 très bien. Allez, on y va. C'est à vous maintenant, on vous passe le relais. Voilà, bonjour à tous, mesdames et messieurs, vous avez compris, nous sommes donc à Instant Vérité et toujours dans Matin Bonheur. Coup de théâtre au parti LIDER, Liberté et Démocratie pour la République. Son président, Mamadou Koulibaly, n'est plus à la tête du parti. Samedi 17 mars, au cours d'un congrès extraordinaire, Lansina Karamoko a pris les rênes du parti. Que s'est-il passé? Coup de force ou démarche légitime? Toujours est-il que les militants du LIDER semblent divisés. Le LIDER est-il entré dans l'ère du bicéphalisme? Madame, Messieurs, nous recevons ce matin à Instant Vérité Lansina Karamoko. Bonjour, messieurs. Bonjour, Messieurs. Alors, bienvenue à Instant Vérité. Merci.
Monsieur Lansina Karamoko, vous avez été élu président du leader par un groupe de militants acquis à votre cause le samedi 17 mars, n'est-ce pas? Alors, le leader, tenu par Mamadou Koulibaly, organise, lui, son 3e congrès le 24 mars prochain. Quel titre dois-je vous donner ce matin, Instant Vérité? Vous êtes président du leader, dissident ou encore frondeur? Non, je ne suis ni frondeur, ni dissident. Je suis bel et bien Lansina Karamoko, président élu de leader. Bien. Alors, si vous êtes bien celui que vous dites ce matin, bon, en fait, nous avons pris des informations sur le site internet du parti. Vous avez été exclu du leader le 10 mars dernier. Oui. Alors, comment se fait-il que vous vous retrouvez une semaine plus tard en train de briguer la présidence du parti? Pour cette question précise, je voudrais faire 2 observations et puis tirer une conclusion. À son chapitre 2 des statuts, l'article 41 du règlement intérieur, il est dit ceci, que pour procéder à l'exclusion d'un militant, il y a 4 types de sanctions d'abord, qu'il faut le retenir. Il y a le blâme, il y a l'avertissement, il y a la suspension et l'exclusion. Mais tout ça ne peut être prononcé qu'après une procédure contradictoire. Le mis en cause a la possibilité de faire recours devant le Conseil national. S'il n'est pas satisfait, il peut toujours recourir à la commission d'arbitrage et de contrôle. Je vous dis que ces structures n'existent plus. Ça, c'est la première observation que je voudrais faire. Aucune procédure contradictoire n'a été observée. Je n'ai appris mon exclusion que dans les médias, comme tout le monde. Donc, je considère que cette action est nulle et de nul effet, d'une part. D'autre part, la personne qui a signé mon exclusion, Mme Bekia Monique, qui était elle-même déléguée générale, c'est-à-dire le secrétaire général chez nous à leader, a été nommée par Mamadou Koulibaly. Dès lors que Mamadou Koulibaly lui-même, il est forclos, il n'est plus président des leaders, donc toute action venant d'eux est nulle et de nul effet. D'accord, donc leurs actions sont nulles et nul effet. Alors, mais la question que je vous ai posée, c'est pourquoi vous avez été exclu du parti? Bon, les arguments qu'ils avancent est que j'aurais demandé, moi, la convocation d'un congrès extraordinaire et que cette convocation est faite pour distraire et induire les militants en erreur. Voilà ce qu'ils me reprochent. Alors que ce n'est pas moi qui ai convoqué le congrès extraordinaire. Monsieur Lansina Karamoko, oui, s'il vous plaît, quand même, vous n'allez pas demander la tenue d'une assemblée générale ou d'un congrès ordinaire à votre parti et on vous exclut du parti pour cette seule raison. Mais oui, c'est ce qui est bien écrit. N'y a-t-il pas d'autres raisons, les raisons pour lesquelles, les raisons plus profondes, les raisons plus graves? Les raisons profondes, il y a des divergences de vues dans le fonctionnement du parti. Moi, j'ai toujours décrié la façon dont le parti est géré. Un président sans vice-président, une secrétaire générale sans des secrétaires généraux adjoints. Comment voulez-vous qu'un parti puisse fonctionner comme ça, sans structure spécialisée? Ce sont des choses que j'ai toujours dénoncées, que j'ai toujours décriées. Ça plaît aux uns, ça ne plaît pas aux autres. Moi, ce n'est pas mon problème. Il y a les textes du parti qu'il faut respecter, que j'ai fait tout pour respecter. Mais en même temps, ce qui ne marche pas dans le parti, je dénonce. Donc c'est ce que vous reprochez à la gestion de Mamadou Koulibaly, le président du leader. Il y a en plus de cela, madame, que la commission de contrôle financier et d'arbitrage n'existe plus. Donc le parti est géré de façon opaque. Et ça aussi, je reproche à la gestion de Mamadou Koulibaly. Comment cela se fait-il que dans ce parti-là, des années, ça fait depuis 2011, le parti a été créé. Oui. Voilà, et Mamadou Koulibaly a été le premier président du leader. Tout à fait. Mais 6 ans, vous étiez dans le parti. Oui. La gestion était toujours comme ça? Oui, la gestion a toujours... Vous n'avez jamais rien dit, pourquoi? Ah si, mais justement, quand on a un parti politique avec un seul président, sans d'adjoint, sans de vice-président, quand on est dans un parti politique où il y a une secrétaire générale et 100 secrétaire général adjoint, avec une conseillère exécutive du président entre les deux, vous comprenez qu'on est dans une forme de dictature qui ne dit pas son nom. Alors, toute voix, toute velléité, n'est-ce pas, est automatiquement éteinte dans l'œuf. Et quand on va plus loin, c'est l'exclusion qui est toujours brandie. D'accord. Je vais vous poser une question très directe. Oui. Selon nos informations, vous, M. Lansina Karamoko, vous avez été le bras droit de Mamadou Koulibaly. Vous êtes son homme de main. Oui. Alors, pendant 6 ans, vous avez accepté cette situation.
pourquoi c'est maintenant? Vous vous insurgez contre la situation comme si c'était quelque chose de nouveau. Voilà. Peut-être que vous étiez comptable aussi de cette situation. Vous étiez complice de sa gestion. Oui, on peut le dire. On peut le dire. C'est vrai que j'ai été son bras droit. Je vais vous révéler que j'ai été son collaborateur à l'Assemblée nationale, à son cabinet. Et c'est ensemble qu'on a créé Leader. Mais j'ai patienté dans l'homme. Dès lors où il n'est pas bon à tout moment de vouloir créer une situation qui puisse amener les militants à se disperser. Donc j'ai patienté dans l'homme, dans le seul souci de rassembler. Mais puisque le Mamadou Coulibaly, selon le texte, devrait partir de la tête du parti, alors, dans mon intime conviction, je me positionnais, prendre le parti et changer tout ça. Mais j'avoue que j'en ai souffert, les militants en ont souffert. La preuve, beaucoup de cadres du parti, beaucoup de têtes pensantes du parti qui n'ont pas pu supporter cette situation sont partis malheureusement. D'accord. Alors, vous êtes aujourd'hui le président, enfin, vous avez été élu par ce groupe de militants comme le nouveau président du Leader. Oui. Alors, sur quoi repose aujourd'hui votre légitimité? Sur quoi? D'abord, sur quoi vous êtes basé? Les textes. Parce que cette convocation du congrès extraordinaire, comme je l'ai dit tantôt, ne vient pas de moi. C'est les membres statutaires. Selon l'article 9.3, paragraphe 5 de nos statuts, un congrès extraordinaire peut être convoqué à la demande du président ou des 3 quarts des membres statutaires. C'est les 3 quarts des membres statutaires qui ont, n'est-ce pas, convoqué ce congrès extraordinaire. Ça ne vient pas de moi, Karamoko. Ce sont les membres statutaires, 3 quarts, plus de 3 quarts réunis, qui ont convoqué ce congrès et donc la décision qui sort, n'est-ce pas, de ce congrès extraordinaire convoqué par les membres statutaires réunis dans une assemblée générale extraordinaire qu'ils ont tenue, moi je sors de là avec toute la légitimité. D'accord. Donc vous êtes légitime selon les tests. Oui. C'est cela. Alors, mais nous étions à votre congrès extraordinaire. Oui, en effet. J'aimerais vous poser la question de savoir combien de membres revendiquent le Leader. Le Leader revendique environ les militants qui ont des cartes. Il y a environ 1 millier, 2000 possibles qui ont des cartes, qui ont leurs cartes. Mais les membres statutaires tournent autour de 100 à 150, tout au plus. Voilà, les membres statutaires tournent autour de 100 à 150. Oui, parce que nous étions dans la salle, oui. Nous n'avons pas vraiment vu cela. Nous avons vu peut-être des jeunes qui ont été conviés à cette assemblée générale-là, au congrès que vous avez organisé. Voilà, nous avons vu des jeunes qui étaient là, des enfants, à la limite, on peut le dire. Oui, on peut le dire. Mais vous savez, la situation est difficile. Ce qui importe, c'est la signature apposée sur un document par les membres statutaires. Ils ont apposé leur signature, comme je l'ai dit, au plus de 3 quarts. On a apposé leur signature pour la demande, n'est-ce pas, de ce congrès extraordinaire. Maintenant, pour ceux qui sont dans la salle, on pouvait faire comme tout le monde, aller ramasser les gens dans les quartiers, venir les déverser là, mais nous n'avons pas fait ça. Mais nous, on pense que c'est ce que vous avez fait. Ah non, je suis désolé. Les militants qui étaient là sont les militants de Leader. Oui, c'est les militants de Leader. D'accord. Alors, vous êtes déjà peut-être le président de la branche, peut-être de la deuxième branche du Leader. Le samedi 24 mars, il y aura maintenant le congrès ordinaire, le 3e congrès ordinaire du Leader organisé par Mamadou Coulibaly et le bureau qui reste avec lui. Et sûrement, peut-être à la fin de ce congrès-là, ils vont élire un nouveau président du Leader. Il y aura 2 présidents du Leader. Est-ce que vous êtes prêt à assumer ce bicéphalisme-là? Moi, j'ai avec moi la légalité. Maintenant, ceux qui vont tenir un congrès le 24, on verra bien. Dans ce cas-là, quelle est l'image de l'opposition que vous renvoyez à tous ceux qui vous regardent? Mais peut-être que cette préoccupation, il faudrait la poser à Mamadou Coulibaly, qui lui-même est un grand monsieur respectueux des textes, mais pourquoi dans son parti politique, les textes n'ont pas été respectés? Ça, c'est une question qu'il faut poser à lui. Moi, tout ce que j'ai fait mon travail. Les militants m'ont fait confiance. Et bon, ils m'ont porté à la tête du parti. Je ne ferai qu'à assumer la responsabilité. Alors à vous, il y a une question que je vais poser. Les Ivoiriens me chargent de vous demander à qui profite la crise au Leader? À personne. La crise au Leader profite à personne. Là, vous êtes maintenant président? Maintenant, je suis président maintenant. Moi, je fais tout pour rassembler. Et ça, je le ferai. Et je vais prendre mon bateau de pèlerin. J'ai même déjà commencé avant ce congrès. Je ferai en sorte que tous ceux qui sont partis... Madame, il faut retenir qu'au départ, Leader avait 7 membres fondateurs.
sur les 7 membres fondateurs, 6 sont partis. 6 sont partis. Il ne reste plus que Mamadou Koulibaly seul. Pourquoi? Au début des leaders, il y avait des grandes personnalités, des hauts cadres qui, n'est-ce pas, étaient avec nous. Tous sont partis. Pourquoi? Mais il y a beaucoup de questions à se poser. D'accord. Alors, on sait très bien que quand les partis se divisent ainsi, il y a toujours une partie qui cherche à faire une autre alliance. Est-ce que... vraiment, pardonnez-moi de le dire, mais en même temps, c'est récurrent dans l'esprit des Ivoiriens. Est-ce que vous allez faire alliance avec le RHDP? Je ne vais pas faire alliance avec le RHDP ou avec qui que ce soit, mais je discuterai avec tout le monde. Parce qu'il n'est pas aussi aisé. Nous sommes dans un village planétaire où aujourd'hui, tout le monde se mélange à tout le monde pour avancer. On ne peut pas, en autarcie, rester renfermé sur nous-mêmes et puis dire qu'on va avancer. Ce n'est pas possible. Donc, certains Ivoiriens disent, mais madame, pourquoi il n'a pas démissionné dans les grandes démocraties quand on ne s'entend pas avec le chef? Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on démissionne. Mais vous ne démissionnez pas, vous prenez le parti de Mamadou Koulibaly. Voilà ce que pensent certains Ivoiriens. Il a décrié en son temps, souvenez-vous, beaucoup de choses au FPI. Lorsqu'il était 3e vice-président du FPI, lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, il a décrié plein de choses. Lui, il a démissionné. Et pourquoi aujourd'hui on veut que moi je démissionne? Il est parti là, à la fin finalement, il a créé le leader. Il est parti après l'arrestation de Gbagbo, après que le FPI soit tombé, qu'il est parti. Mais justement, il ne s'entendait plus, puis il est parti là. Mais moi je suis là, mais lui, il a été président par intérim du FPI. Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Est-ce que c'est parce que cette crise-là vous a profité? Vous avez profité pour prendre le parti de Mamadou Koulibaly? Non, c'est un processus qui était en cours. Il fallait aller jusqu'au bout du processus. Moi, je ne suis pas un lâche. Je suis un garçon courageux. Il fallait aller jusqu'au bout du processus. Peut-être que Mamadou Koulibaly est frais, mais moi, il ne m'effraie pas en tant qu'être humain. On a des textes qui régissent le parti, et moi, je me suis basé sur ces textes-là pour rester là et puis prendre les rênes du parti aujourd'hui. Maintenant, il pourra faire ce qu'il veut, mais ce qui est sûr, je suis président des leaders et je vais faire avancer le parti. Donc vous êtes prêt pour une bataille juridique et politique? Vous êtes prêt pour cela? Je suis prêt pour tout, madame. D'accord. Monsieur Lansina Karaboko, merci d'être venu. Mesdames et messieurs, vous avez compris, plus rien ne va au parti de Liberté et Démocratie pour la République. Vous avez compris, monsieur Karaboko Lansina. Merci beaucoup d'être venu à Instant Vérité. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé Instant Vérité et puis d'avoir surtout suivi Matin Bonheur. Donc, c'est la fin de la rubrique et c'est aussi la fin de Matin Bonheur. Restez avec nous. Demain, vous retrouverez avec beaucoup de punch, avec beaucoup de pêche, Nessie et Marco.